Quand Cyril parle pas, tout va bien. Bah oui, donc nous, c'était notre deuxième match de la saison, là, Ouais. Face à à Chambéry, c'est domicile, ça? face à Chambéry, ouais. Donc, bon, malheureusement, on a fait que match nul. Ouais. On fait pas mal de fautes et pas mal de conneries. On prend 2 cartons jaunes. On joue à 13 pendant 10 minutes. Donc, pas optimal pour se mettre en confiance et marquer. Mais bon, par rapport à l'année dernière, on avait commencé la saison avec 2 défaites. Là, on a une victoire et un match nul, donc on a encore du boulot. Mais bon, c'est déjà un meilleur début de saison que la saison dernière, donc on va se contenter de ça C'est un pour le gros moment. du championnat. Chambéry, c'est quoi un peu comme niveau? Alors votre objectif, c'est plutôt le maintien en national. Chambéry, ça vaut quoi? C'est ça, ouais. Alors, Chambéry, c'est en national depuis que la poule existe. Après, ils sont régulièrement dans les 6 premiers, ou pas loin pour les 6 premiers qui permettent donc de se qualifier pour les phases finales, et donc la montée potentielle en Pro D2. Vous allez continuer à jouer en ce qui vous concerne pendant la Coupe du Monde? Ou il y a un break également? Ouais, alors là, la semaine prochaine, on joue à Massy. Ok. Donc on joue le vendredi soir, justement, juste avant le match. Ensuite, on aura encore un autre match le Je suis week-end désolé, il y a la suivant. grosse tête de Bouli qui a fait son apparition. Je suis très perturbé. En plus, le son est bon. Ça... Qu'est-ce que t'as fait, Bouli? J'espère que c'est pas C'est bon, Tinder qui était en train de j'ai réglé le pop-up. Hein. problème. Je sais pas. Ah, magnifique. Ah non, non, je suis pris, moi. Je suis désolé, il me fait rire, c'est pas possible. En plus, il y a des enfants autour, donc évidemment, je ne sais pas comment. Pardon, donc Joe, vous continuez à jouer pendant la Coupe du Monde, c'est ça? Ouais, 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 on continue à jouer. Cyril, pareil ou pas? Je crois qu'il y a un changement un petit peu de calendrier. Votre saison. Ouais, nous, on va jouer en semaine. Donc là, on joue jeudi cette semaine. La semaine prochaine, on joue mercredi. Ça change quelque chose sur, j'ai envie de dire, la récup? C'est quoi? Parce que là, je crois qu'il y a une équipe, je crois que demain, Non, il y a Grenoble-Biarritz, je crois, déjà un mardi. Donc un peu une galère, vous devez... Je crois que c'est demain. ça doit être la semaine prochaine, non? Non, je suis pas sûr que cette semaine, il y a un match le mardi. Ouais, je faudrait que je vérifie. Mais c'est vrai que ça change un petit peu le rythme. Tu sais, toi déjà, par exemple, si t'enchaînes, parce que t'as joué les 3 matchs, t'en as commencé 2, t'as été remplaçant. Physiquement, Ouais. on me dit que... Non, C'est- confirme-moi, Romuald, si tu m'entends pas bien, je peux monter un petit peu mon son. Tu sais déjà si tu vas enchaîner ou le corps va un petit peu... On sait ça demain. Non, non, écoute, moi, plus j'enchaîne, plus je suis content. Hein. Il y a Il combien me, de matchs il encore me- il me reste plus. Vas-y. Là, il y a encore 2 matchs dans le bloc. Non, écoute, pour l'instant, ça va, pas de bobo, tout va bien. Donc, Bloqué. et le principal, c'est la tête. Hein, écoute, Mais là, la tête, bon, t'es jeune quand la, comme tout. La tête va, ça je m'en quand fais pas. bien sûr, quand la tête va, le corps va. Bon, alors, ce que je vous propose, évidemment, c'est ce que je vous disais. Alors, dans le chat, et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour l'équipe en général. En plus, je peux vous dire qu'on est en train de préparer un très, très gros programme rugby sur la chaîne Twitch RMC Sport. On m'a demandé, avec plaisir, de créer une deuxième émission hebdomadaire. Donc, on verra évidemment le line-up, mais il y aura une deuxième émission rugby, probablement le jeudi, le vendredi. Vas-y, Nenoy, pose tes questions. Si tu as une question pour Bouilly, vas-y. Sauf si ça parle d'arbitrage, parce que Nenoy, c'est notre spécialiste arbitre, mais c'est rarement positif de son côté. Donc on va créer une deuxième émission avant les matchs du week-end et on fera les matchs en live. On aura des invités, on aura des joueurs, on aura des auteurs, on aura des agents, on aura des arbitres et donc on va vraiment créer un dispositif rugby. Si vous êtes amateur de rugby, je pense que vous allez vous régaler sur notre chaîne Twitch. Les gars, le programme est chargé. Nenoy, pose vite ta question et après évidemment on va attaquer. Qu'est-ce qu'il pense de la semaine dernière, Bouli, on t'avait demandé ton avis sur Tolou Latou, le talonneur de Montpellier, passé par le Stade Français, passé par les Waratahs également et d'autres clubs de Super Rugby. C'est pas inintéressant, je trouve, la question de Nenoy. Je sais pas si tu as vu la performance de Christopher Tolofoa avec Toulon face à l'UBB. Est-ce que tu as vu le match? Peut-être pas. Non, j'ai pas regardé. Ah oui, là, pizza. Vas-y, Joe, Il peut, raconte. il peut ouvrir. Mais Je pense qu'il peut ouvrir un beau food truck pizza. Mais je crois que Virgile Bruni a ouvert un food truck pizza. Alors, il n'était pas loin de chez toi en plus. Ah oui, c'était pas Je le crois même que maintenant poste. il est pizzaiolo. là,
c'est la troisième mi-temps, il a été très bon là sur ses analyses sur Facebook. C'est un groupe Facebook qu'on recevra d'ici peu. Mais c'est vrai que Christopher Tolofoy, par exemple, ça fait 1 an et demi, je trouve qu'au niveau du lancer, c'est devenu un petit peu une cata. Pourtant, ça a été un très bon joueur. Il est passé par Toulouse, il est passé par les Saracens. Mais c'est vrai que le niveau de performance a tendance à un petit peu baisser dans cet aspect technique du lancer. Cyril, est-ce que tu peux comprendre que on est vraiment des comment on peut expliquer qu'on a été un bon lanceur pendant 4-5 ans et que depuis 2 ans, il n'y ait plus rien qui aille? Écoute, je pense, comme j'ai les enfants à côté qui me cassent la tête. Moi, je suis avec Joachim, il me casse tout autant la tête, vas-y. Non, je pense, comme je l'avais dit, le lancer, c'est un geste technique qui demande beaucoup de confiance. Et, après, je sais pas comment ils bossent aussi à l'entraînement, mais après la confiance, ça, on peut l'acquérir avec l'expérience aussi. Mais c'est vrai qu'il envoie des sacrés gaufres quand même de temps en temps. Et des fois, je sais pas comment il fait. Il doit mettre de la vaseline sur ses doigts, j'en sais rien. Bon, on l'invitera pas forcément, Christopher. Mais en plus, il a l'air d'être un petit peu drôle. Mais est-ce que toi, techniquement, par exemple, quand tu vois des mecs lancer, je sais que Camille Chat, on sait que c'était un problème psychologique, il l'a déjà dit, il a travaillé avec des préparateurs, il s'est fait une routine, un petit peu comme Raphaël Nadal pour progresser, avoir des repères. Est-ce que techniquement, quand tu vois un Christopher Tolofoy envoyer des saucisses ou des trucs comme ça, tu me dis vraiment, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, quoi? Est-ce que techniquement, tu vois dans le lancer que ça va pas? Comment toi t'analyses ça? Ouais, après puis des fois on dirait qu'il y a un petit mouvement de panique avant de lancer, il suffit qu'il y ait un bug sur l'annonce et tout. Souvent quand tu lances mal, c'est soit tu as des conditions de merde ou soit des fois tu comprends mal l'annonce et là en fait tu lances pas du tout dans la bonne zone et c'est là que tu paniques et que t'envoies une grenade, quoi. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Cyril Blanchard, il est talonneur au RC Vannes, club de Pro D2 qui a, on va dire, les ambitions de monter. Et pour moi, c'est tout à fait perso, mais je trouve depuis que l'année dernière, en plus il y a Oyo qui monte, donc tu as moins de concurrents, que c'est le meilleur talonneur de Pro D2. Mais c'est mon avis et c'est mon avis, vraiment. Joe qui a joué avec et moi. Non, t'es pas d'accord? Tu mets qui devant? Dis-moi, vas-y, j'écoute. Ouais, non, écoute, moi, tu sais, j'engage des sommes sur lui tous les week-ends, c'est que j'ai confiance. Faut pas dire ça, Joachim, on coupera évidemment, mais c'est vrai que non, je suis très heureux d'avoir Cyril et Joachim. Je vous rappelle, Joachim est lui capitaine de Hier Carcaran, on est amis, on a joué ensemble quand on était plus jeunes et c'est un plaisir évidemment de se retrouver. Cette idée de bande me plaît beaucoup et j'espère qu'on continuera même après la Coupe du Monde. On va attaquer le programme parce qu'il est chargé. On commence évidemment avec, on va dire, l'approche globale. La Coupe du Monde commence dans 4 jours par le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande qu'on suivra évidemment en live à partir de 21h15 vendredi. On va, si vous voulez bien, attaquer les groupes et faire nos petits pronostics avec la poule. On commence par la poule A, qui est peut-être pas celle où il y aura le plus de débats déjà parce qu'on est français. La poule A, on a la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. Cette poule-là, vous la connaissez. Joe, de ton côté, entre la France et la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu arrives à dégager un favori clair, j'ai envie de dire, ou pour toi, c'est très indécis? Alors franchement, avant toute cette avalanche de blessures là qu'il y a eu dernièrement pour la France, j'étais plutôt parti pour la France. Ouais. Et c'est vrai que là, l'enchaînement de Ntamak derrière Danty, Baye qui, donc on le savait un petit peu avant, mais qui est absent, Willem C qui sera aussi absent, même si je ne le voyais pas forcément commencer le match. Je trouve que ça nous met pas mal d'épines dans le pied. Et sachant que la Nouvelle-Zélande sera au complet, vu que le rouge de Barrett en plus a été annulé. Un petit peu étonnant, je t'avoue, je suis un peu surpris moi de l'annulation. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est 2 jaunes ou quelque chose comme ça, mais je t'avoue que ça m'a... Après, je pense aussi qu'il y a son passé qui fait que ça n'a jamais été un joueur violent ou qu'il y a eu des histoires comme ça de rouge à répétition. Donc, peut-être qu'ils ont été un peu cléments. Mais bon, du coup, pour le coup, je partirais un peu plutôt sur la Nouvelle-Zélande en favori pour le premier match. Et on a... Putain, salaud!
Ça, je te l'ai dit. Le mec se pointe avec des maillots du Bayern. Il nous dit que c'est la Nouvelle-Zélande qui va l'emporter. Je te dis que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, mais tu le connais quasiment mieux que moi. Attention, j'ai pas dit qu'ils seront champions du monde. Et je rappelle que Lulu Siferou dans le chat nous dit quand même que Jordi Barrett, cette fois qui a un centre, qui peut aussi jouer à l'arrière, est incertain. Donc ce sera peut-être pas l'équipe type, mais honnêtement, Jordi Barrett, moi je trouve qu'il met pas un pied devant l'autre. Bon, il est très très bon au but, mais je trouve qu'il est. Non, mais vraiment, Jordi Barrett, je trouve qu'il y a quelques années, c'était vraiment un joueur de classe mondiale. Je trouve qu'il a vraiment baissé dans la hiérarchie. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Bouli, on est d'accord, on met la France en 1, nous. On est des gens sérieux. Bien entendu. Soyons un minimum chauvin, bordel. Ouais, non, mais t'as pas à le vous voyez, hein, c'est Joe qui, comme d'hab, joue contre son pays. Ça ne m'étonne guère de lui. Donc on fait le vote à la majorité. On est assez d'accord avec Bouli. Dites-moi dans le chat. Là, on parle simplement de la phase de poule. Alors vous allez voir, je vous ai préparé un petit visuel puisque notre graphiste nous a malheureusement abandonné. C'est moi qui m'y suis collé, donc soyez pas trop sévères. Ça arrive. On fait à la majorité. On met la France en 1, mais là c'est le côté chauvin. On va dire que sinon, sincèrement, c'est du 50-50, non, Cyril? Voilà, comme il a dit Joe, avec les blessures, tout ça, c'est vrai que les cartes ont été un peu redistribuées. Mais bon, faisons confiance à la France. Attention avec les mots de plus de 5 syllabes. Redistribuer, c'était un petit peu dur. France en 1, Nouvelle-Zélande en 2. Je suis habitué à parler en breton, c'est pour ça. C'est pour ça. Kenavo. Oh là là, mais t'es breton toi aussi, Joachim, ou quoi? Ah bah oui, je commence. Ça veut dire quoi, transfert à venir? Ça signe à Vannes? non, du tout. T'as jamais été approché par Vannes? Non. T'as réfléchi. Et tu peux pas passer le CV de ton copain, toi, pour... En troisième ligne, vous avez du monde, mais Joe, il a largement sa place. Il a pas sa place Beaumont, il a sa place en Pro D2 ou pas? Moi, pour couper les oranges. pour amener l'eau sur le terrain, voilà. Assistant terrain, ça c'est bien. Troisième équipe, on met qui? Alors je vous rappelle qu'on a l'Italie, l'Uruguay, la Namibie. Je pense qu'il n'y a pas énormément. Salut Bastagro, international sénégalais, qui est avec nous dans le chat. En troisième équipe, entre autres, et spécialiste des nuits sénégalaises, on met l'Italie en 3. Il nous racontera son périple à la CAN, parce qu'il y a également une CAN. Il y a une Coupe d'Afrique des nations de rugby. Troisième équipe, c'est l'Italie. Joe, tu as joué avec notamment des joueurs uruguayen, l'Italie est quand même un cran au-dessus de ces équipes-là, non? Ouais, franchement, là, surtout là, sur l'année qu'ils viennent de faire, là, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup progressé. Donc oui, il n'y a pas photo avec la Namibie et l'Uruguay, mais ils peuvent venir un peu emmerder les Français, les Néo-Zélandais. Alors après, de là à gagner, j'irai pas jusque-là, mais je pense que ça va pas être un match facile, en tout cas, contre eux. Ça peut faire, on va dire, un 32-18 pour la France, quoi, mais on a du mal à les voir vraiment créer la surprise, non, face à les très très gros. Ouais, mais ils vont être chiants. Ils vont s'accrocher une demi-heure, maximum une mi-temps, et après ils vont exploser, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec Bouli. On voit les vrais experts, mais c'est vrai que l'Italie, t'as l'impression qu'ils sont en batterie faible en fait à partir de la 60e minute. C'est vraiment que le très très haut niveau, le rythme du très très haut niveau est peut-être un peu trop rapide pour eux. L'Italie en 3. On est d'accord, hein, Cyril? L'Italie, on la met en 3. Ouais, bien sûr. Oui. En 4, si tu avais à choisir entre l'Uruguay et la Namibie, je sais pas si tu as déjà joué avec des joueurs. Je crois qu'il y a Deisel, le Namibien, je crois que c'est un des rares que je connais. Il y a Van Jaarsveld et Deisel, je crois que c'est quasiment les seuls joueurs namibiens que je connais. Je sais pas si vous connaissez des joueurs namibiens ou si vous avez joué avec, contre. Tu vois qui c'est, Johan Deisel, le centre? Je crois qu'il était à Colomiers, Bouli, ou toi les... Ouais, je vois, oui. Et Van Jaarsveld qui est talon, je crois. Enfin oui, qui est talon. Très bon talonneur d'ailleurs. T'as déjà joué contre lui? Ouais, j'aime bien. Ouais. Très bon talon. Entre l'Uruguay et la Namibie, tu arrives à trancher ou pas? Bon, je pense que je mettrai une pièce sur l'Uruguay quand même. Joe, Uruguay ou Namibie pour toi? Franchement, c'est du 50-50 là pour moi. J'ai envie de dire... Bon là, vous avez vu que c'est pas les débats qu'on a. T'as déjà joué avec des joueurs uruguayens, tu nous disais la semaine dernière, Joe? Bah, du coup, ouais, avec Augustin Ormechea, leur numéro 9. Ouais, c'est tout. Il y en a d'autres. Ouais, non, c'est tout. Mais il n'y a pas des joueurs uruguayens à Vannes?
Si, on a Villaseca et l'année dernière, on avait Freitas aussi. Ah, ouais, il est centre, je crois, Freitas. Centre ou ailier. Ouais, centre ou ailier. Ouais. C'est des joueurs. Est-ce qu'ils sont au-dessus pour la Pro D2 ou c'est des joueurs normaux de Pro D2? Parce que c'est vrai que. Moi, j'ai une petite idée, mais quand on découvre un petit peu le rugby, on se dit attends, les mecs, ils sont en 2e division, ils jouent la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils sont au-dessus ou c'est simplement qu'on a les meilleurs championnats du monde, donc on a d'énormes joueurs partout? Non, on a des très bons joueurs. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi pour les équipes, c'est que l'inconvénient qu'ils ont, ces joueurs, c'est que ils sont non gifs. Oui, absolument. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, on a un quota de gifs à remplir par feuille de match. Et la moyenne cette année en Pro D2, elle est montée à 17. Donc, il faut faire tes feuilles de match en fonction des joueurs non gifs. Et donc, c'est pour ça que parfois il y a certains très bons joueurs qui trouvent pas de club en top 14 ou Pro D2 alors qu'ils ont le niveau. Alors, GIF, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire joueur issu des filières de formation française. Non, Joueur issu de la formation française. Ouais, ça fait 3F aussi. Joueur issu des filières. Ah, de la formation française, moi j'ai rajouté filière. Et pour moi, ça a été, je ne sais pas qui à la Fédé avait lancé ça, mais pour moi, ça a été un game changer vraiment dans les prestations françaises, où on a vu qu'on avait, avant en fait, le truc c'est qu'on allait chercher des joueurs étrangers, mais un peu à gauche, à droite, et maintenant on est obligé d'aller taper le très haut niveau, et en même temps, nos jeunes ont plus de temps de jeu. Cyril, tu as dû aussi le sentir sur la paye. Parce qu'un joueur GIF, ça vaut plus cher, donc maintenant, non? Il y a une inflation au niveau de la fiche de paye, Bouli? Ouais, je sais pas, je peux pas te dire, je suis bénévole, moi. J'allais encore faire la blague de... Je savais pas que ça existait des mercenaires bénévoles. Je suis payé en ticket resto. Eh ben, c'est la carte athlétisme maintenant, j'ai que ça. Il y a beaucoup de tickets resto en tout cas. Ok, donc on est d'accord. Dites-nous dans le chat si ça vous va. Boulit était considéré comme GIF. Oui, bien sûr, pur produit je réponds à Big Deal, mais il a été formé au nord de la France, donc ouais, 100%. Et Joe pareil d'ailleurs. Je sais plus exactement. Ouais, vous pouvez chercher dans le chat. En tout cas, est-ce que dans le chat vous êtes d'accord avec notre classement? La France en 1, la Nouvelle-Zélande en 2, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie dans cet ordre-là. On va continuer évidemment notre petit tour. Après, on débriefera l'actu du 15 de France. Poule B, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. La façon dont j'ai lu cet ordre me convient, de mettre l'Afrique du Sud en 1, l'Irlande en 2, l'Écosse, le Tonga et la Roumanie en 3. Cyril, Blanchard, est-ce que c'est... Bon, je peux t'appeler Bouli. Appelle Bouli, c'est bon, ils sont habitués maintenant. Est-ce que cet ordre-là, celui qui est affiché à l'écran, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie, te convient ou pas? Après, ça va être difficile de départager l'Afrique du Sud et l'Irlande quand même, je t'avouerai. Et je pense que la confrontation, ça va cogner sévère. C'est deux équipes extrêmement physiques, pour ceux qui ne connaissent pas, leur jeu repose sur le défi, la collision, gagner du terrain, gagner des yards, comme on dit. Tu as l'air très indécis sur celle-là. Ouais, après, je pense que si l'Afrique du Sud joue vraiment à son meilleur niveau, là... Ouais, je pense que j'ai mes premiers. Non, mais c'est sûr que là, au niveau de l'infirmerie des deux côtés, je pense que ça peut vraiment... Il y aura de la casse sur ce match parce que les collisions, le niveau d'intensité, à mon avis, il va être complètement fou. Joe, entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, on a un léger avantage pour l'Afrique du Sud du côté de Cyril Blanchard. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Est-ce que toi aussi, tu arrives à dégager un favori ou pas? Moi, si je dois voter, je mets plutôt l'Afrique du Sud en 1 également. Alors moi, je vais pas être très objectif parce que j'adore le Leinster et je les suis depuis plusieurs années. Et du coup, j'adore l'Irlande parce que ça est composé plus de la moitié de joueurs du Leinster. Du coup... pour ça, je partirais sur l'Irlande. Après, je pense que ça va être un match quand même qui sera assez serré. Si on se fie au tout dernier résultat, c'est sûr que ce qu'a fait l'Afrique du Sud, là, ça a quand même marqué les esprits, mais je reste sur l'Irlande quand même en premier. On n'a pas parlé réellement de l'Écosse. Moi, le problème avec l'Écosse, c'est que je pense que le jeu sud-africain et irlandais leur convient pas du tout. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont se faire casser la gueule devant et ils pourront pas rivaliser.
Et quand évidemment tu es dans de mauvaises conditions pour lancer le jeu, t'arrives pas à gagner un match. Cyril, tu es d'accord avec ça? L'Écosse, malheureusement, il risque d'être Je suis 3e. bien d'accord. Hein. Je pense que physiquement, ils vont subir. Même s'ils ont des bons joueurs devant, ils ont des mecs comme Peter Schumann Ah qui oui, est un ils ont- excellent gaucher. Il y a du monde, mais Très belle troisième ligne. Ouais. avec des joueurs comme Jimmy Ritchie, Amish Watson, Jack Dempsey. Bon, je dois trancher. Cyril, t'as dit plutôt Afrique du Sud? Oui. Moi aussi. Donc Afrique du Sud en 1, Irlande en 2, Écosse en 3. Joe, pour l'instant, c'était pas la peine de venir. Tu pourras changer d'invité. Il n'y a jamais Mais d'accord avec nous. je sens que lundi prochain, on va rigoler quand tout sera. D'accord, on fera le Tout débrief. sera dans mon ordre. On verra. Et tu sais quoi, je vais pouvoir même clipper ce passage avec plaisir. On verra. On fera le débrief. Mais alors après la France, c'est aussi parce que moi après ça, je vais le poster sur les réseaux sociaux. Si je mets la Nouvelle-Zélande en 1, on va se faire allumer. Donc je suis obligé de mettre la France. Ça, j'ai pas le choix. Dans les autres nations, on a donc Tonga et Roumanie. Joe, André Gorin, ton équipier qui n'avait pas été appelé, finalement, il en sera. Eh oui. Ouais, c'est une super nouvelle pour lui parce que c'est sa dernière occasion. Il a 35 ans, donc c'est la dernière opportunité de faire une Coupe du Monde. Il avait bossé pour et franchement, c'est vraiment, vraiment cool qu'il puisse la faire. Il va nous manquer quand même parce que pendant 2 mois, il nous aurait beaucoup apporté aussi, mais c'est top pour lui. Après, bon, malheureusement, je partirais plutôt sur les Tonga. Avant la Roumanie pour ce match. J'ai une petite question pour vous, parce que honnêtement, je suis désolé pour les Roumains, mais j'ai peur qu'ils se fassent casser la gueule. Enfin, je veux dire, là, vraiment, quand tu vois l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse qui ne pourra pas vraiment faire tourner, j'imagine, il faudrait que je voie l'ordre des matchs. Les Tonga, physiquement, c'est extrêmement dense, et en plus, on sait que les nations océaniennes ont pu récupérer d'excellents joueurs qui avaient été sélectionnés, par exemple, en Australie ou ailleurs. Est-ce que ça vous arrive, alors, pas quand vous étiez jeune, mais est-ce que depuis votre statut d'espoir à celui de pro, vous avez déjà eu un peu peur avant un match? Est-ce que, Cyril, il y a un match où tu te dis là, ça va vraiment être dur, ou là, on n'est peut-être pas au niveau? Est-ce qu'il y a déjà eu une petite sensation de peur? Ça peut arriver ou pas, Cyril? Oui, des matchs où tu as plus d'appréhension que d'autres, des matchs où ça va cogner plus, où par exemple, tu as un joueur qui est capable de casser des bouches, tu vois, ça arrive assez souvent, hein, c'est un sentiment assez normal, des joueurs plus ou moins costauds mais au final, c'est aussi assez excitant de les affronter, tu vois, c'est des bons matchs à jouer, tu vois. Joe, tu as déjà aussi eu un petit peu mal au ventre avant des matchs particuliers, ou avec l'expérience, maintenant, tu gères? Non, franchement, comme disait Cyril, ça arrive et j'aurais même tendance à dire qu'en général, enfin, en tout cas, je parle pour le cas de mon équipe actuelle à hier, c'est en général quand on a un peu peur avant les matchs, un peu la boule au ventre, qu'on est meilleur parce que c'est ça nous galvanise, enfin, c'est une peur mais qui se transforme en quelque chose de positif et de motivant, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait nos meilleurs matchs. Parce que quand on aborde un match détendu et un peu trop sûr de soi, c'est du rugby, donc souvent on est puni directement dans la foulée. Peut-être comme Biarritz, c'est à Valence qui se sont pris 45 grains en arrivant un peu là. T'as vu ça, Cyril, j'imagine? 55 même. 55 ouais, putain. 55-0. Vous avez déjà eu, ça, vous êtes pris des immenses branlées inattendues? Inattendu. Immense branlée attendue. Si. J'avais pas joué le match, mais on avait pris une belle avec Van. C'était face à qui? Montauban. C'était ma première année. Ouais, on avait 72-0. Wow. La journée, elle est longue. Là. Le match, il est long. Là. Tu regardes le chrono tout le temps. Le lendemain, réunion de crise et tout. Hein, je t'annonce. Mais quand tu étais venu jouer au Stadium contre le Lille Métropole avec Macon, t'avais pas pris quelque chose comme ça aussi? Non, c'était serré. Non. Commence pas à t'emballer, mon gars. Tes coéquipiers, ils avaient peur à la fin. Hein.
Oh, je peux dire qu'à Lille, vu les salaires qu'ils avaient, ça, même avec un peu de peur, ça passait, tout allait bien. Voilà le classement. Notre classement Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. Roumanie qui est... Ah, je sais pas. Si vous deviez trancher dans l'équipe la plus faible de la compétition, c'était une question, en tout cas celle qu'on a déjà dit. Rome le Lion dit Roumanie. Malheureusement, vous seriez d'accord, en tout cas parmi celles qu'on a déjà listées ou... Pour l'instant, oui. Ouais. Voilà. Ok. Allez, on continue notre petit tour avec la poule 3 qui est pour moi, alors c'est terrible à dire, on va la pronostiquer, mais pour moi elle est impronosticable. C'est-à-dire que je n'ai pas la moindre idée. On a le C'est Pays la de plus Galles, ouverte. on a le Pays de Galles, Ouais. l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. Il y a 3 noms à mes yeux qui se détachent quand même. Le Pays de Galles, l'Australie et les Fidji. Mais attention à cette équipe de Géorgie qui a toujours un pack absolument énorme avec des joueurs comme Gigashvili de Toulon, avec Gorgadze, le 8 palois, avec Saginadze qui est un excellent joueur du Loup. Attention même au Portugal. Je pense que le Portugal terminera 5e. Ça, c'est mon avis. Vous allez me dire le vôtre. On va partir de la fin pour celui-ci à la limite parce qu'il y a peut-être davantage de débat. Joe, le Portugal en 5 malgré quelques individualités de talent. Ouais, le Portugal en 5 sur cette poule. Ok. Cyril, t'es d'accord sur le Portugal en 5 ? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Vous affrontez des joueurs là en Pro D2, des Portugais. Dans les noms connus, on aura notamment Rafael Costa Storti de Béziers. Ça, c'est des joueurs que vous jouez. Hein. Il y a aussi Mike Tadger, qui est maintenant en top 14. Cyril, les Biterrois, tu les as joués, toi ? Ouais, on les a joués. Ouais, c'est souvent. Puis on les joue le week-end, la semaine d'après là. C'est des petites. On se déplace chez eux. Il y a des petites pépites du côté portugais. Tu penses qu'il y en a qui peuvent se faire un nom avec cette Coupe du Monde ? Ouais, Pépite, je sais pas, mais après, en tout cas, ils ont un joueur, un gros leader en numéro 9, c'est Samuel Marquez, quoi, qui, je pense, peut les porter sur cette Coupe du Monde. Il a un gros leadership. Il a un très bon jeu au pied aussi, donc voilà, je pense que ce sera un des joueurs à suivre de cette équipe portugaise. Bon, en tout cas, on les a mis 5e, je pense qu'on est d'accord. Le débat est ouvert maintenant. On va parler de la quatrième équipe. Là, pour moi, c'est extrêmement compliqué. J'ai tendance à dire la Géorgie, mais j'aime beaucoup cette équipe. Qu'est-ce que vous voyez de votre côté pour la 4e équipe ? Cyril, t'en penses quoi ? Ouais, Géorgie, je pense qu'ils pourront pas enchaîner 4 gros matchs d'affilée. Je pense que ça va être compliqué. Ils pourront peut-être créer la surprise sur un match, mais voilà, créer la surprise sur les 3 plus grosses nations qu'il y a au-dessus, ça va être très compliqué, je pense. Alors Noneuil qui lui voit la Géorgie 2e. Mais alors après, il y a aussi quelque chose avec la Géorgie, c'est qu'il y a énormément de joueurs de top 14, donc il y a des joueurs auxquels on s'attache. Moi, je pense qu'ils peuvent taper un des 3 au-dessus. Mais comme toi, je pense que sur la durée, ça passe pas. Joe, on met la Géorgie en 4 ou pas ? Ouais, la Géorgie en 4, franchement, même si je pense qu'au niveau des phases statiques comme la mêlée, ils peuvent emmerder quelques-unes des grosses nations. Dans le jeu courant, ça va être compliqué, quoi. Ça va aller beaucoup, beaucoup trop vite. Derrière, à part Ninashvili du Loup, qui est un joueur pour moi de niveau mondial, ils n'ont pas trop de... C'est un peu léger par rapport à ce qu'il y aura en face, quoi. Derrière, c'est pas terrible, honnêtement. À part Ninashvili, tu as raison, qui est pour moi un immense crack. Je suis d'accord aussi avec vous. Je mets la Géorgie en 4. Et là, maintenant, il y a débat. Il y a débat parce que Pays de Galles, Australie, Fidji. Cyril, qu'est-ce que tu vois comme tiercé ? Allez, je vais mettre une petite surprise. En premier, je vois les Fidji. Ok. Je mets une petite pièce sur les Fidji. Putain. Australie en 2, Pays de Galles en 3. Il me copie, c'est fou. T'es pareil, même chose ? Tocard. Vas-y, Joe. Ouais, non, moi, alors j'allais aussi dire Fidji en premier, mais par contre, Pays de Galles en 2 et Australie en 3. Oh là là, c'est dur quand même. C'est dur. Moi, je suis d'accord avec vous pour les Fidji.
même si ça paraît un petit peu fou. Je pense vraiment que le talent... En fait, le problème des Fidjiens, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'avant, ils avaient du talent individuel, mais justement, sur les phases statiques, etc., en gros, on avait l'image d'une équipe désorganisée collectivement, et je trouve que là-dessus, ils sont en train de progresser, et qu'individuellement, ils arrivent encore à être des cracks. Moi, je mettrais probablement l'Australie en 1, les Fidji en 2 et le Pays de Galles en 3. Donc, ça veut dire que si je me mets à la majorité, je vais mettre Fidji en 1, Australie en 2 et Pays de Galles en 3. Donc, ça va être ça notre classement, les gars. Est-ce que... Bon, je ne peux pas contenter tout le monde, mais dites-nous dans le chat. Celui-là, il m'intéresse. Rome le Lion, il nous dit Fidji, Australie, Pays de Galles, Géorgie. C'est le même que moi, donc je suis plutôt d'accord. L'Australie se tape la Géorgie en premier, ça devrait passer, mais il risque d'avoir de la casse. Le premier qui affronte la Géorgie va souffrir, ouais, absolument. Bon, on met ce classement-là alors. On commence par les Fidji, parce qu'on a envie de les voir, on va pas se le cacher aussi. Il y a un côté, c'est en dehors de la France. Cyril, est-ce que les Fidji, ce serait pas l'équipe qui te plaît le plus en réalité, au niveau affectif, j'ai envie de dire? Affectif, si, en plus, les Fidjiens, humainement, c'est des super hommes. Ils sont d'une gentillesse, ces gens-là, c'est incroyable. Toi, tu as joué avec Camille Samissa notamment, mais je crois qu'il n'est pas sélectionné, ça m'a un peu surpris. Il n'a pas été... Ouais, moi aussi. Ouais, non, il n'a pas été sélectionné. Oui, non, durant toute ma carrière, j'ai joué avec pas mal de Fidjiens. Et ouais, beaucoup même, c'est des magiciens quand même. Joe, toi aussi, il y a beaucoup de... T'as joué avec beaucoup de joueurs fidjiens, des noms connus en plus, un petit peu. Ouais, franchement, un peu chaque année. Et maintenant, à tous les niveaux, il y a des joueurs fidjiens dans les équipes quasiment. Donc, un peu chaque année, j'ai joué avec des Fidjiens. Et parmi les plus connus, il y a eu Cyril Bobo, qui avait fait les beaux jours de Biarritz à l'époque du Grand Biarritz, qui a joué au avant Racing Valence aussi, Roman. Je crois à un moment. Il n'a pas joué au Racing, il a joué au Racing, Cyril Bombo. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est lui qui a fait le couler club de Strasbourg avec toi, c'est ça? C'est vrai, il a joué à Strasbourg? Je me souvenais pas. Ouais, c'est Strasbourg. Ouais. En Fédéral 1, c'était à l'époque? En Fédéral 1. Fédéral 1. Joe, entre nous, tu dois avoir une idée. Un Cyril Bombo en Fédéral 1, ça coûte combien? Plus de 10 000? Non, c'était pas plus de 10 000, mais alors c'était particulier. Arrangement entre amis. Non, mais alors je me souviens que donc il avait que la maison qui était payée. D'accord. Je peux pas te dire en fixe ce qu'il avait, ça je saurais vraiment pas te dire, mais je pense qu'à ce moment-là il prenait son chômage. Mais à côté de ça, il avait des primes de match de 1 500 €. Donc, en il Fédéral voulait 1 absolument jouer tous les matchs en Fédéral 1. Sachant que cette saison-là, sur les 25 matchs 20 ou 25 matchs qu'on a joués, on en a perdu 2 sur la saison. Donc, bon. Après, le club a fait faillite, on comprend peut-être. Voilà. On comprend peut-être pourquoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête que dans le rugby français, c'est le plus grand championnat du monde. Mais moi, je me souviens à l'époque de Nevers, quand ils étaient en fédéral. Joe, t'as connu cette époque. Nevers, ça recrutait à tour de bras. Quand ils jouaient contre Arras et compagnie, déjà en fédéral 2, je me souviens qu'ils avaient des internationaux samoans et compagnie. C'était assez fou. Après, financièrement, ils avaient déjà leur président actuel, donc forcément, on parlait ils étaient dans une autre... Dans les travées, moi je me souviens, on parlait de sommes à 5 chiffres, parfois en mensuel pour certains internationaux, ce qui est quand même assez dingue. On va continuer notre petit tour. Donc on a Fidji, Australie, Pays de Galles, Géorgie, Portugal. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Cyril et Joe. Est-ce qu'on en a? Joachim pourrait être fidjien, dit Gollum 261. On va peut-être pas... Merci Gollum. Parce qu'il t'a vu. Il s'appelle Gollum. Il n'a pas les mêmes mains que les Fidjiens quand même. Qu'est-ce qu'on a? Le Pays de Galles va gagner son premier match, nous dit David Dardiani dans le chat. Fidji 3e. Honnêtement, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai qu'on a un peu d'affect aussi avec cette équipe fidjienne, bien sûr. On va parler maintenant de la poule 4, la poule D en fait. Alors ça, c'est une poule qui est intéressante également, puisqu'on a l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, les Samoa et le Chili, et je serai pas trop sûr. Alors, attendez, je vous affiche ça tout de suite. Voilà, vous avez la poule. Cyril, je mets pas l'Angleterre favorite. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je mettrais l'Argentine.
Joe, qu'est-ce que tu en penses? Bah, exactement pareil, hein, sur les derniers, franchement, sur les dernières prestations qu'ont faites les deux équipes, il y a pas photo, quoi. Les Anglais, ils sont sur 6 défaites en 7 matchs, je crois, ou 5 défaites en 6 matchs. Et les Argentins, ils ont fait vraiment des grosses prestations. Ils ont accroché des gros. Et en plus, avec le côté un peu sanguin qu'ils ont enfin, ce qui dégage quand ils jouent tous ensemble, je pense qu'ils vont prendre largement le dessus sur l'Angleterre. Bon, l'Argentine, on est d'accord, attention, hein, parce que l'Angleterre, en plus, ils ont pas mal de soucis. Alors, ils ont Owen Farrell qui est suspendu pour carton rouge. Ils ont Billy Vunipola, Ouais. parce que leur premier match, c'est face à l'Argentine. Ils vont être sans Farrell, sans Vunipola. Courtney Lawes, le nouveau capitaine, est annoncé peut-être blessé. Alors que c'est quand même un des rares joueurs de très haut niveau, je trouve. Et moi, mon problème principal avec les Anglais, c'est qu'en fait, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ont un entraîneur qui est l'ancien entraîneur de Leicester, des Tigers, qui a un jeu d'occupation, des possessions. En gros, il joue avec George Ford. Et là, ils essayent de... Ils jouent par exemple de temps en temps avec Marcus Smith, qui est un très bon joueur, mais qui va pas du tout dans ce système de jeu. Donc moi, je suis d'accord avec vous. On met l'Argentine en 1. Cyril, est-ce qu'on peut avoir une surprise pour la deuxième place, puisqu'on sait que les Samoa ont maintenant une grosse équipe avec des joueurs comme Paul Allo-Emile, comme Seuil Teni. C'est une belle équipe qui a embêté l'Irlande la semaine dernière. Est-ce qu'on pourrait avoir une grosse surprise dans la poule D, Cyril? Ouais, je pense pas. Je pense qu'ils peuvent créer voilà, comme je disais tout à l'heure, créer la surprise, comme les Tonga avaient pu le faire contre la France en 2011. Mais C'est vrai. je pense que sur la totalité des 4 matchs qu'ils auront à jouer, je les vois pas finir deuxième. Moi, je mettrais quand même l'Angleterre deuxième. Joe? Pareil, Angleterre en 2. Angleterre en 2, donc pas de catastrophe industrielle. Et après, je rappelle évidemment quelque chose, peut-être que vous ne le savez pas, mais on est d'accord pour dire que les 4 favoris, ils sont dans la poule A et dans la poule B ou pas pour vous? France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande? Ouais, carrément. Ouais, oui, largement. Et Complètement. je rappelle à ceux qui ne le savent peut-être pas que le premier de la poule A affronte le deuxième de la poule B et que le premier de la poule B rencontre le deuxième de la poule A. Ça veut dire que potentiellement avec notre classement, en quart de finale, on aurait France, Irlande et Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et on va regarder un petit peu ce que ça donnerait de l'autre côté du tableau. Mais donc on aurait Fidji, Angleterre et Australie, Argentine. Autant dire que on a quand même un gros déséquilibre sur les tableaux. Mais bon, ça c'est les joies du tirage. Pour le reste de la poule, on met qui en 3? Est-ce que vous préférez les Samoa ou le Japon par exemple? Dites-moi. Ouais, je partirais sur le Japon. Ok. Ouais, moi, plutôt Samoa. Alors, il faut que je tranche. Dans le chat, je vais regarder un petit peu ce que dit le chat. Billy Vunipola, c'est une bonne chose son absence. Je suis d'accord avec ça. Je trouve vraiment qu'il a régressé terrible, mais ils n'ont pas pris. Joe, toi qui as joué à Montpellier, est-ce qu'un profil comme celui de Zach Mercer, qui n'a pas été appelé, c'est un profil que tu aimes bien? Ouais, franchement, sur la saison qu'il a faite avec Montpellier, je crois qu'il a été élu meilleur joueur en plus du championnat sur la saison où ils sont champions de France. Et il était dans tous les bons coups. Puis c'est un profil qui est différent de Vunipola dans le sens où c'est aussi un profil qui peut apporter en touche, quoi. Et à ce niveau, c'est quand même hyper important d'avoir une touche performante avec un alignement assez grand, quoi. Alors, ces 2 sélectionneurs, donc c'est-à-dire Eddie Jones et Borswick, ils lui ont expliqué pourquoi il n'avait pas été sélectionné. C'est parce que pour eux, il n'est pas assez costaud et un 8, en fait, ça doit gagner des yards. Cyril, tu comprends ce genre d'explication qui met un joueur de talent comme Zach Mercer sur le côté ou pas? Non, pas du tout. C'est sûr que tu as des profils de 8 différents. Mais bon, quand tu vois un 8, ce qu'il faut quand il a le ballon, c'est qu'il avance. Donc peu importe s'il casse des murs ou s'il prend les intervalles et qu'il arrive à passer, le principal, c'est qu'il avance. Donc c'est ce que fait Zach Mercer. Il arrive toujours à trouver de l'avancée, de la continuité, de par le gaz qu'il a. Donc moi, je pense que c'est une erreur de la part de Steve Borswick de se passer de ce joueur-là.
Alors, dans le chat, on met les Samoa en 3. Voilà notre classement. J'ai mis Argentine, Angleterre, Samoa, Japon, Chili. J'ai tranché, j'ai mis les Samoa en 3 et le Japon en 4, parce que je pense que vraiment les Samoans, avec pas la vague de nationalisation, mais les joueurs qui sont à nouveau dispo, ça devrait être tapé très fort. Et je salue Kevin Stanisière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kevin. Moi, je me souviens qu'un jour, on devait jouer à Arras et le talonneur en face de lui, c'était Cyril Blanchard. Et je peux dire que dans le bus, c'était un des premiers matchs de Kevin. On lui avait fait un petit peu peur, et a raison, parce que ça s'est pas passé. Donc salut Kevin. Est-ce que ça vous va, les gars? Poule A: France, Nouvelle-Zélande, Italie, Uruguay, Namibie. Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. Fidji, Australie, Pays de Galles, Géorgie, Portugal. Argentine, Angleterre, Samoa, Japon, Chili. Allez, très bien. Joe, on valide? Allez, Bah, pas le choix, hein, c'est à la majorité. c'est la majorité. Toi, c'est quoi que tu aurais changé dans les choses un petit peu importantes? Et du coup, j'aurais vu plutôt la Nouvelle-Zélande en 1 sur la poule A et j'aurais vu l'Irlande en 1 sur la poule B. Bon, ça y est, je préfère qu'on reste là-dessus. On va pas déblatérer pour mettre les putains de All Blacks devant nous. Allez, on laisse de côté donc nos pronos. J'espère que ça vous va dans le chat. En tout cas, on est chaque semaine plus nombreux. Ça fait plaisir. Je rappelle évidemment qu'on sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Les gars, maintenant on va à parler évidemment de l'équipe de France. L'équipe de France, ça va pas trop. On était, comme tu le disais, Joe, assez nettement, pas assez nettement, mais peut-être favori de la compétition il y a peu. Et là, on a des gros problèmes. On a Ntamak qui s'est fait les croisés. On va dire que ça, c'est un accident de jeu. On a Cyril Bay qui s'est fait le mollet. On a Paul Willemse qui s'est fait un quadri. Jonathan Danty et Tao qui se sont fait dans la préparation les ischios. On a les adducteurs de François Cros qui ont sifflé. On a Tanga, le numéro 8, qui s'est blessé au pectoral. Les Bleus sont l'équipe la plus touchée par les blessures. Même si, personne n'est épargné, on a parlé de Courtney Lause juste avant. Et c'est pas forcément une surprise parce que Thibaut Giroud a dit des blessés, il y en aura d'autres. Est-ce que, Cyril, tu penses que c'est un peu la rançon du succès des entraînements à haute intensité? On sait que c'est le grand credo de l'équipe de France et de Thibaut Giroud. Est-ce qu'on ne serait pas en train un peu de payer nos méthodes d'entraînement? Bon, sûrement que si. Après, on sait que les Bleus ont une très grosse préparation. Vraiment, ils ont poussé les Bleus dans leur retranchement. Et après aussi, on peut se poser aussi la question de la longueur du top 14 comme chaque année. Donc on sait que les équipes comme Toulouse, La Rochelle qui ont enchaîné les phases finales en Coupe d'Europe et en top 14, ils ont eu vraiment une saison très très longue. Et enchaîner derrière, juste après 2-3 semaines de vacances, une préparation comme celle-ci, forcément, au bout d'un moment, des fois ça pète, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Joe, tu es d'accord avec ça? C'est mi-entraînement haute intensité, mi-top 14 trop long? Bah ouais, puis en plus à tout ça, t'ajoutes le nombre de matchs de préparation qu'ils ont fait aussi. Je trouve que par exemple le dernier match contre l'Australie, il était peut-être de trop. Ils ont joué moins de matchs de préparation que certaines nations. Et bon, peut-être que forcément, hein, les matchs de rugby, il y a pas vraiment de matchs amicaux, donc t'es toujours à 100%, surtout que quand t'as des places à gagner pour la Coupe du Monde. Bon, forcément, il y a un moment où ça pète, quoi. C'est des humains. Hein. Est-ce que tu penses que cette préparation un petit peu en mode commando, c'est-à-dire on s'entraîne encore plus fort qu'on joue, ça peut aussi bien marcher sur une Coupe du Monde, donc c'est-à-dire il faut 7 matchs pour être champion du monde, que par exemple sur le tournoi des destinations qui va être un petit peu plus court? Est-ce que tu penses que ça peut tenir pour les Bleus ou on risque d'avoir trop de casse à terme? Bah, l'avenir nous le dira, franchement, parce qu'on n'a encore jamais été dans cette situation-là avec ces entraînements à haute intensité sur une si longue compétition. Donc, là, en tout cas, je trouve quand même que ça montre ses limites avant même d'avoir commencé la compétition avec le nombre de PT qu'il y a. Mais je me dis quand même que les survivants, entre guillemets, ça va être.
ils vont nous offrir de sacrés gros matchs avec énormément d'intensité. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas plus de blessés, quoi. Est-ce que dans le cas d'une préparation physique, on peut un peu changer son fusil d'épaule? C'est-à-dire, bon, attendez, oui, c'est très bien l'entraînement à haute intensité, le quart de finale sera déjà une finale, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer, en fait, j'ai envie de dire, Joe, à ton avis? Euh, On a un petit karaoké là, derrière. je pense que... Là, si, là, clairement, clairement, il est trop tard. Là, il faut aller au bout de son idée, sinon ça veut plus rien dire, quoi. Parce que si tu stoppes maintenant après avoir fait tout ça, enfin, pour moi, c'est de la bêtise. Tu vas jusqu'au bout de ton idée et puis après, tu fais le point sur les résultats à la fin, quoi. Cyril, t'es Bon, d'accord? après, je pense les joueurs là, ils sont prêts physiquement. Hein. C'est pas parce que tu vas faire 3 entraînements à haute intensité que tu vas survoler la Coupe du Monde sur les prochaines semaines. Là, je pense maintenant, voilà, les joueurs sont prêts physiquement. Ils ont juste maintenant, c'est que de l'entretien, c'est que de la révision de combinaison, et du travail d'expo avant les matchs. Et puis voilà, point barre. Le plus gros travail foncier a été fait, le travail de développement a été fait. Donc, je pense Qu'est-ce que que le ça plus veut gros a dire, été ça? fait. Tu peux éclairer un peu ceux qui connaissent pas forcément quels sont on va dire les secteurs sur lesquels on appuie pour la performance de haut niveau au rugby? Bah, nous, par exemple, à Vannes, dans la semaine, on va dire la J72 après le match. On a une journée qui est basée beaucoup sur les accélérations. D'accord. Donc, c'est vraiment la thématique de l'entraînement, avec beaucoup d'accélération, surtout pour le 5 de devant. Et après, on a la journée à haute intensité, ce qu'on appelle l'under pressure. Là, on va chercher les volumes de course. Donc, pour les avants, les distances, un max de distance au-dessus de 15 km/h. Et pour les trois quarts, un max de distance au-dessus de 21 km/h. Sont des séquences qui durent Donc, combien de temps à peu près quand on parle justement d'entraînement à haute intensité? c'est des séquences on va dire, de plus de 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Tu vois, c'est des séquences qu'on peut retrouver en match quand t'as turnover, échange de jeu au pied, contre-attaque, sur des séquences. Comme à Aurillac, tu vois, première séquence, 3 minutes 40, tu vois. Donc, faut que les joueurs soient préparés. C'est extrêmement long hein, pour ceux qui connaissent pas forcément. 3 minutes 40 de jeu courant, c'est énorme. Faut que les joueurs soient préparés. Surtout à Aurillac, surtout à Jean Alric. Surtout avec leur terrain penché là. T'as 1 mètre de dénivelé, c'est incroyable sur la largeur là. Ce qui est bien, c'est que vu qu'ils n'ont pas internet là-bas, il n'y a même personne dans le chat pour se plaindre, donc on peut balancer sur Aurillac sans problème. Joe, vous avez le même genre d'entraînement ou pas? Ou c'est différent pour vous? Ouais. Nous, c'est bloqué sur le mardi. C'est pareil. On sait qu'on a une matinée où dedans il y a pas mal de contacts et pas mal de courses. Mais après, hormis cette journée qui est assez prenante physiquement au niveau au niveau cardio et au niveau des impacts, le reste du temps en championnat, c'est beaucoup d'analytique. On prépare l'adversaire, donc beaucoup d'analytique et beaucoup de choses un peu plus légères quand même pour décharger et arriver avec de l'énergie le week-end pour le match. Bon, la différence majeure, hein, on le rappelle, c'est pas du tout une critique là qu'on fait forcément du 15 de France. Le format championnat, évidemment, s'étire dans la durée, donc il faut davantage préserver les corps. On a bien compris que Cyril Boully nous disait qu'il était peut-être... En gros, c'est un peu l'idée, Cyril. Il est peut-être pas question au niveau de la prépa physique et de l'intensité d'en rajouter au niveau des Bleus. Le foncier, tout le travail a été fait, quoi. Voilà, pour moi, le plus gros travail a été fait. Les joueurs sont prêts. Maintenant, faut que, tu vois, comme là, Willem C, il se blesse alors qu'ils ont 5 jours de repos, ils lui ont dit de faire une séance. Moi, j'avais envie de lui dire, oh, Paul, tranquille, tu bois ta triple carmélite, pépénard, tu te reposes et puis voilà, tu reviens frais pour la semaine d'entraînement. La vérité, c'est peut-être justement qu'il a fait ça et qu'il a fait une mauvaise chute. Ça arrive. Ça arrive.
C'est déjà arrivé, ce genre de choses. C'est déjà arrivé. Bon, alors dans le chat, on est assez d'accord avec vous. C'est peut-être pas le bon moment d'en rajouter. C'est ce que nous dit Neneuil, qui nous précise que selon lui, le pic de forme est sûrement prévu pour le quart. Il faut vraiment avoir en tête ça, que déjà on a un quart de finale extrêmement dur, quel que soit l'adversaire. Normalement, ce sera l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Et allez, on va dire quasiment au mieux, ce serait l'Écosse. On va continuer notre petit tour évidemment de l'actualité. Donc ces blessures avec 2 questions majeures. On a normalement Jonathan Danty qui ne devrait pas être là. Il s'est entraîné, mais il est en tout cas pas à 100%. Il s'est entraîné aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez cette info. Si Jonathan Danty n'est pas disponible, Cyril, tu mettrais qui à sa place? Bonne question. Bien barré. Toulousain. C'est pour ça, mais je viens de capter, c'est pour ça qu'en fait Cyril a du mal. C'est qu'en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, le choix, ce serait plutôt Yoram Moefana, qui est un joueur de l'UBB, ou Arthur Vincent, qui est du MHR, donc il n'y a pas de Toulousain. Tu vas mettre Paul Coste, toi, ou Sofiane Guitoun, quoi. Paul Coste, il m'a bien plu. Ouais, franchement, très bon. Énorme crack pour moi. Mais c'est plutôt un 13. Franchement. Mais ouais. Je me permets une petite digression entre lui, entre Coste, entre Deux pour Terre, de l'UBB et Gaëton, on est bien. On est bien au poste de centre. Pardon Cyril, Moefana ou Vincent? Allez, je mettrais Moefana. C'est un profil plus puissant que Arthur Vincent. Je mettrais Moefana. Pas d'after ce soir, si, dans quelques instants, évidemment, on part sur l'after. On fait juste un petit débat sur l'équipe de France et puis après, je vous fais gagner 150 € si ça vous va. Et après, promis, on part sur l'after foot. Joe, du côté du centre, donc le poste numéro 12, la blessure de Danty, tu vas sur Yoram Moefana ou Arthur Vincent? Ouais, je serais parti aussi sur Moefana parce qu'il en a quand même joué pas mal de matchs en 12 avec l'équipe de France. Donc pour ce côté un peu rassurant et l'expérience qu'il a eu à ce poste dernièrement, je partirais sur lui. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous parce que déjà dans le profil porteur de balle, ball carrier, je pense vraiment qu'il peut, dans un bon jour, il peut se rapprocher un peu de l'utilisation de Danty avec fixer la zone du 10, aller taper un petit peu dans la bouche du 10. Et alors, c'est peut-être pas très important, mais c'est le partenaire de club du 10 aussi. Donc peut-être qu'au niveau... ça joue beaucoup, ce genre de choses, pour toi, le fait qu'on soit partenaire en club, Cyril, par exemple sur une association 10-12 où c'est... Oui, forcément, tu as des automatismes. J'ai envie de te dire, c'est pareil en première ligne. Des fois, tu es plus à l'aise avec un pilier qu'avec un autre, tu vois. Donc non, c'est des automatismes que les joueurs se créent. Et puis, c'est important... qu'ils en aient en équipe de France surtout parce que voilà, c'est des joueurs qui se voient pas forcément souvent et c'est vrai que quand tu as des joueurs qui jouent ensemble tout au long de l'année, ça peut être rassurant pour le sélectionneur. C'est lié à quoi on va dire la complicité qui peut se lier entre pilier et talonneur. Je parle pas des beuveries, mais je veux dire sur le terrain, ça va être quoi? La liaison, le gabarit peut-être du joueur? Vas-y Joe, si vous voulez répondre. J'étais pas sûr d'avoir entendu beuverie ou orgie. Non, je laisse Cyril se débrouiller tout seul. Ouais. Les écouteurs. Non. Pour répondre à ta question, non, déjà, moi, j'aime bien des piliers qui m'écoutent surtout. Parce que j'aime bien ordonner la mêlée. Et voilà, s'il y a un pilier qui m'écoute pas, ça va fortement m'agacer. Donc, j'aime bien les piliers qui m'écoutent et qui font ce que je dis. Sur quoi, par exemple? Sur le moment de l'entrée en mêlée ou sur des consignes? On met un petit... Par exemple, voilà... Par exemple, je vais dire à mon gaucher, en face, on a un pilier droit qui va venir m'attaquer. Donc, surtout, tu cherches pas à avancer, sinon tu vas mettre toute la pression sur notre droitier. Tu vas surtout connecter avec moi, nos épaules bien connectées pour pas qu'il puisse pousser en travers sur moi. Et à contrario, le droitier, je vais lui dire, tu te mets un peu plus devant moi, puis tu vas pousser, tu vas faire comme eux, tu vas pousser en travers, et puis voilà.
Aïe, aïe, aïe. C'est des choses que beaucoup de monde ne comprennent pas. Mais... J'ai pas activé mon traducteur. moi non plus, mais une petite question. Tu as joué avec des C'est un autre joueurs monde. un peu légendaires, comme un joueur comme John Afoa, droitier, champion du monde. Est-ce que tu arrivais aussi à le commander ou bien, en gros, t'écoutais davantage ce qu'il disait, c'est lui qui donnait ses consignes? Du coup, il y avait des débats des fois on n'était pas d'accord. Donc, mais bon, après, quand tu as un joueur comme ça, tu mets un peu d'eau dans ton vin et tu l'écoutes un peu plus que les autres. Bon, allez, Oui, ces crampons, ils aimaient bien qu'ils soient bien bruyants, c'est ça? Tu les frottais pas assez fort, peut-être. Hein et ouais, puis déjà, les piliers, c'est minimum 21 mm. Ah oui, Sinon, ils ne rentrent pas sur le terrain. Allez, on continue évidemment notre débat. Donc, on a dit qu'on était plutôt sur la solution Yoram Moefana. Dans le chat, on parle de Paul Boudehans, Sekou Makalou. C'est impossible, on est d'accord, c'est un truc comme ça. Boudehans, il a jamais commencé un match au centre. Donc, qui dépanne en cas de blessure, c'est possible, ça dépend du banc parce qu'on a aussi Penaud qui peut y aller. Mais on va pas faire commencer un Boudehans au centre face au Black alors qu'il a jamais commencé. On est d'accord? Non. C'est sûr que non. Bon, ok. On continue donc au poste de deuxième ligne. Alors, il y a un débat, évidemment, entre Romain Taofifénois et Thibaut Flamand. Nous, on avait déjà plutôt mis Taofifénois titulaire à la place en 5 à la place de Paul Willemse. Paul Willemse est un 5. Est-ce qu'on reste sur la même chose, sur la même association entre Grand Tao d'un côté et Flamand de l'autre? Ouais. Pas de débat. Pour vous, il faut quoi? Il faut un profil pas de débat, non. Je rappelle pour ceux qui... Il faut un profil... Vas-y, Cyril. Il faut un profil coureur, sauteur comme Flamand, et puis un profil style poutre comme Tao, qui va être très fort sur les zones au bord du ruck, les zones de collision, et puis surtout en mêlée, quoi. Joe, on est d'accord sur la complémentarité du 4 et du 5. Si jamais on mettait Flamand en 5, ça voudrait dire qu'on mettrait qui en 4? Par exemple, un Cameron Woki, simplement, même si c'est pas notre choix, on partirait là-dessus, Cyril? Ouais, tu mets Woki, dans ce cas-là, tu renforces le secteur de la touche, donc c'est une solution différente. C'est une solution différente. Attention, dans le chat, on me dit c'est Woki et Flamand prévu. Nous dit on n'est pas sur deviner quelle sera la compo. Oui, c'est Woki et Flamand. On dit la compo qu'on aimerait voir. On débat de ça. Mais c'est vrai que les dernières tendances semblent être plutôt Woki Flamand. Joe, toi qui es capitaine de touche, si je dis pas de bêtises au RCHCC, avoir Woki et Flamand comme solution. En plus, évidemment, de sauteurs en troisième ligne comme Olivon par exemple, ce serait un luxe pour toi face à la Nouvelle-Zélande ou il faut privilégier la complémentarité de la deuxième ligne, un gros pousseur à droite? Non, c'est sûr que pour la touche, ce serait un vrai luxe parce que tu aurais quatre véritables sauteurs, quoi, sachant qu'Aldrit, c'est pas forcément un sauteur. Après, pour moi, ce serait bête de se priver de Tao parce que je pense que Cyril, il adore cette expression no scrum, no win, mais elle est vraie, quoi. Si on a une grosse mêlée, on obtient des pénalités et derrière, ça peut être 3 points, ça peut être une touche proche des lignes, ça peut être un essai derrière. Et clairement, je pense qu'en mêlée, on a vraiment un gros coup à faire contre les Néo-Z, quoi. Donc on est d'accord pour mettre Thibaut Flamand. C'est Thibaut Flamand qu'on met, on est avec Romain Taofifénois. Donc avec vous avez notre compo, je la publierai, on avait déjà fait notre compo, c'est juste les petits changements de dernière minute. Les gars, actualité moins sympa, et puis après dans 5-10 minutes on a terminé, mais actualité un petit peu moins sympa parce que évidemment le 15 de France fait l'objet de beaucoup de polémiques en ce moment, notamment concernant Bastien Chalureau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas je le ferai Cooks après. Simplement, Bastien Chalureau. Efficace, c'est ça. Tu vois, ça marche bien. Donc Bastien Chalureau, il a été condamné, pour rappeler évidemment ceux qui ne le savent pas, pour des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime, pour des faits qui remontent à 2020. Lui nie les faits et il a fait appel, ce qui est important parce qu'en termes de droit, à partir du moment où tu fais appel, même si tu as été condamné en première instance, tu es présumé innocent. Donc même s'il a été condamné, pour le coup, il est présumé innocent.
La polémique enfle, notamment parce que des députés demandent à ce qu'il ne soit pas sélectionné. Joe, est-ce que tu penses, alors même j'ai envie d'un cas général, que ce soit en première instance, en seconde instance, tu nous diras ton avis, est-ce que tu penses qu'un joueur comme Bastien Chalureau devrait être sélectionnable en équipe de France ou pas? Comme tu l'as dit, c'est assez compliqué parce que jusqu'à maintenant, il y a la présomption d'innocence, donc on ne sait toujours pas la vérité sur cette affaire. Après, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Mais bon, ce qui me gêne surtout là, c'est le timing de ressortir une affaire comme ça à 5 jours du début de la Coupe du Monde en France. Enfin, on a d'autres choses auxquelles penser et sur lesquelles se concentrer que cette affaire, quoi. Donc moi, c'est surtout le timing qui me gêne. Et après, on verra ce que la justice décidera et quelle sera la vérité, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment le timing qui me gêne. Si Ouais, je suis jamais... assez d'accord avec Joe. T'es assez d'accord, Parce Cyril? en gros, ouais, s'ils avaient vraiment voulu l'exclure, ils auraient dû le faire ça dès la première sélection, quoi, ou dès l'annonce de la liste des 42. Mais là, c'est complètement desservir l'équipe de France de sortir cette affaire une semaine avant le début de la Coupe du Monde. Alors moi, je suis complètement d'accord avec vous sur l'histoire de timing, mais je pense que... Alors c'est assez compliqué parce que c'est pour ça que j'ai intitulé ça «Quel curseur pour nos valeurs?» parce que tu es obligé un peu de bricoler en réalité. Il y a d'autres joueurs qui ont été déjà condamnés dans le 15 de France et dans l'équipe de France de foot. Hein. On ne parle pas de Lucas Hernandez et de Kingsley Coman qui ont été condamnés pour violence conjugale, mais c'est pas un sujet vraiment pour lorsqu'on annonce la sélection des Bleus. On a également Mohamed Aouas, faut en parler. Il a été condamné pour violence conjugale. C'est pas la première fois qu'il est condamné. Il a déjà un casier judiciaire chargé. Mais lui a été exclu en quelque sorte des Bleus en raison de cette condamnation, alors qu'il a toujours le droit de jouer au rugby. Il a d'ailleurs signé au Biarritz Olympique. Joe, moi j'estime qu'un joueur condamné, c'est con à dire, mais en gros, moi j'ai une gradation, j'ai un curseur dans ma tête. Un joueur condamné pour agression, bon, on connaît l'histoire du rugby. Il y a, par exemple, Winnie Antonio, c'est une bagarre en boîte de nuit, etc. Pour moi, c'est évidemment très mal. Il a été condamné, mais en tant que supporter, ça ne me dérange pas plus que ça qu'il défende les couleurs de l'équipe de France. Mais je trouve que Mohamed Aouas, dans le cas des violences conjugales, et Bastien Chalureau, pour moi, l'agression à caractère raciste, ça rend incompatible avec le fait de défendre le drapeau, pas du tout de jouer en club. Si jamais, on va dire, sur le fond, si la condamnation était définitive, est-ce que tu trouves que ce serait compatible ou non avec l'équipe de France? Il y a assez peu de personnes qui prennent position. Thierry Dussautoir, qui connaît les victimes, lui dit, pour moi, c'est pas compatible. Ton avis, c'est quoi? Est-ce que tu penses que c'est compatible ou non avec une sélection? C'est un sujet très compliqué pour tout le monde. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Après, non, clairement, si les faits sont avérés, pour moi, il y a pas de complication dans le sens où les faits sont avérés. Il a rien à faire en équipe de France, c'est une certitude. Là, bon, là, il y a ce doute, on ne sait pas encore. Alors après, c'est particulier aussi parce que Thierry Dussautoir, quand même, ça a été un très grand capitaine de l'équipe de France. Sportivement et humainement, c'était quand même quelqu'un de, c'était quelqu'un d'hyper important, hyper calme. Donc, je pense que s'il est ami avec la personne qui a été agressée, en général, tu t'entoures quand même de personnes qui te ressemblent quand tu les considères comme des amis, donc ça doit pas être des personnes qui mentent. Mais bon, là, à l'heure actuelle, on n'en a pas la certitude, et pour moi, tant qu'on l'a pas, c'est pas aussi flagrant que les vidéos d'Awas, où on le voit clairement attraper sa femme, la tirer par terre, lui mettre des coups et compagnie. Là, bon, là, ça saute aux yeux et tu peux pas avoir, enfin, t'as aucun doute. Là, pour le moment, on a toujours ce petit doute. Présomption Donc, d'innocence pour toi. Donc, dans ce cas voilà. précis, ce que tu regrettes surtout, on va dire, c'est le timing. Parce que moi dès la première fois où il était sélectionné, je trouvais que c'était incompatible. Mais c'est vrai que le timing m'interroge. Vraiment, je comprends pas bien. Je pense que c'est un sujet qu'on aurait dû aborder depuis longtemps. Cyril, simplement un dernier mot et après on passera au jeu et à l'after-foot. Si jamais il était condamné définitivement, est-ce que tu penses que ce serait compatible avec le 15 de France? Et en gros, même question sur ce qui a été fait pour Mohamed Aouas ou pas pour toi? Bah voilà, après, si, comme chaque joueur condamné,
voilà, faut mettre les mêmes sanctions pour tous les joueurs. Faudrait qu'il y ait en gros une sorte de charte que voilà, dès qu'il y a un problème avec la justice, c'est rideau. Les joueurs doivent être exemplaires. Ils représentent la France, ils représentent un drapeau, un pays. Donc, faut qu'ils soient exemplaires et que voilà, voilà, quoi, carrément qu'ils aient pas de casserole, quoi. Mais c'est vrai que ce soit un petit peu plus clair. Ça débite pas mal de bêtises, nous dit Mathieu Charot, mais n'hésite pas à échanger ton avis. On n'a pas du tout la science infuse, on donne simplement notre avis sur un sujet honnêtement extrêmement compliqué. Voilà. Mais on voulait en tout cas en parler parce que et avoir aussi l'avis de joueurs pro. J'ai une dernière question quand même un petit peu là-dessus. Il y a pas mal. Moi, j'ai entendu Bakary Meïté. Vous voyez qui est Bakary Meïté, ancien 8 de Carcassonne, de Béziers, du Stade Français, qui a dit pour lui, en gros, on devrait dégager Chalureau, etc. Je parle de ça parce que je sais qu'il est très proche d'autres joueurs. Bakary Meïté, c'était un peu le grand frère, par exemple, de Sékou Makalou au Stade Français. Joe, est-ce que tu as déjà joué avec, je sais pas, mais des joueurs avec qui que tu détestais, que tu pouvais pas voir? Est-ce que ça vous est déjà... C'est une question en fait, comment certains joueurs du groupe peuvent le prendre? Est-ce que ça vous est... Cyril Quoi? À part Cyril, mais je veux dire, est-ce que le fait de... Est-ce que vous êtes déjà pas entendu avec un ou deux joueurs au niveau pro? Pas du tout. Et est-ce que ça, si c'est le cas, ça a pu nuire aux performances ou pas? Joe, qu'est-ce que t'en penses? Alors, C'est là à global, dire hein. pas du... Ouais, alors de là à dire pas du tout s'entendre, je crois que ça m'est jamais arrivé. Après, forcément, tu as des affinités différentes avec chaque joueur, hein. De là à dire pas du tout, non. Mais en général, si tu vraiment pas du tout d'affinité et que tu détestes jouer avec ce mec, bon, c'est c'est qu'il y a quelque chose qui va pas derrière. Et je pense que le ressenti que tu as, il doit être partagé sûrement par d'autres mecs. Et donc, le mec en question, il va être un peu en marge du groupe. Et puis il va pas faire long feu, quoi, parce que c'est un sport collectif, on a besoin d'être tous serrés et prêts à batailler ensemble. Bouli, Cyril, à part Joachim Beaumont, est-ce que tu as déjà eu ce cas ou constaté ce genre de cas dans un vestiaire, des joueurs qui s'entendent pas du tout et l'impact sur la performance sportive? Ouais, non, après, ça peut arriver de pas du tout s'entendre avec l'homme, mais par contre, le joueur peut être très bon aussi, tu vois. C'est ça, des fois, qui est compliqué. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Après, voilà, tu peux ne pas t'entendre avec le mec, mais après, voilà, faut qu'il y ait un minimum de respect. Tu dis au moins bonjour, au revoir, et après, Tu peux le citer un nom, principe, peut-être? Lazare d'Erken. Ancien joueur d'Arras et du LMR qu'on salue. Bon, on va rester là-dessus sur ce mot. Je m'attendais pas à ce qu'il cite un nom, ce couillon. Bon, c'est pas grave. Allez, on termine évidemment avant de partir sur l'after par la salle de jeu. La salle de jeu, c'est quoi? J'ai 3 petits jeux pour vous. C'est très simple. Et vous avez 150 € à gagner, 50 € de boxe sport par jeu. J'ai 3 petits jeux. Le premier jeu, les gars, c'est le même que la semaine dernière, où je vais vous faire deviner l'identité d'un joueur. Et vous pouvez répondre aussi bien dans le chat que Cyril et Joe. Ok? Je vous donne la bio d'un joueur et vous me dites qui c'est. Ok, après j'ai 2 autres petites questions. C'est bon pour vous? Dans le chat, n'hésitez pas évidemment à jouer, à nous balancer le nom de joueur. Est-ce que c'est bon? Donc on commence. Le joueur mystère est un joueur de rugby en activité qui est né au début des années 1990. Je suis passé par un club dans lequel a évolué Colonel Blanchard, mais sans que l'on ne soit jamais équipier. Ça veut dire pas au même moment. En gros. International de rugby, je dispute la Coupe du Monde de rugby 2023, mais ce ne sera pas une première pour moi, puisque j'ai déjà participé à la Coupe du Monde 2019, au Japon. J'ai déjà un beau palmarès, que ce soit en France, en Europe même, mais je ne défends pas les couleurs d'une nation faisant partie des très gros favoris à la victoire finale. Et il sera... Non. Et il sera dur pour moi d'aller chercher donc un nouveau titre. Je suis né à Adélaïde et je fais partie des meilleurs joueurs à mon poste
au monde? Je regarde un peu dans le chat. Si on n'a pas encore la bonne réponse dans le chat. On n'a pas la bonne réponse. Au niveau du profil, je suis capable de franchir, de marquer des essais, de distribuer. Je suis un joueur polyvalent. J'évolue en top 14 et j'ai la particularité de ne pas défendre les couleurs du pays dans lequel je suis né. Formé au Queensland Reds, je suis passé par Toulon, Oyonnax, comme Cyril, Bordeaux-Bègles, et j'évolue... Vous l'avez ? Il a été dit dans le chat, là. Il a été dit dans le chat. Ouais, c'est Tenny. C'est Soy Tenny, absolument. Et c'est OMG Obviously qui remporte une box sport d'une valeur de 50 €. Bravo. Envoie-moi simplement en chuchotement. On a encore 2 petits jeux extrêmement rapides et après on part sur l'after. Messieurs, dans le chat, j'ai besoin que vous m'écriviez ou que vous me disiez le nom de ce joueur, le joueur qui a le ballon. Est-ce que Joachim ou Cyril Blanchard, vous pouvez me dire le nom de ce joueur? Ou essayez, dans le chat, c'est à vous. Nakawazarake. Non. Non. Ça va être trop compliqué. Trop long. Je vous le dis oui. et vous essayez de répéter, d'accord? Le nom exact, c'est Nawaka Nitawase. Qui essaye? Nawaka Nitawase. C'est Cyril qui a gagné. Et dans le chat? Non, on n'a pas la bonne réponse dans le chat. Bravo. On n'a pas la bonne réponse dans le chat. J'attends le fut pédieux de Flo. Dans le chat, il faut le nom, hein, les gars. Nawaka Nitawase, c'est Titre Mitroglou qui remporte les 50 € de Box Sport. Dernier petit jeu pour vous et après on se donne rendez-vous lundi pour lundi rugby, mais juste après c'est l'after foot jusque minuit comme tous les soirs. À votre avis, ce nom-là, Nawaka Nitawase, combien ça vaut au Scrabble? Le plus proche remporte une bière, sans alcool évidemment, avec modération. 100 Et points. dans le chat, même, tu veux pas se voir. Bah si, forcément, avec la longueur du mot, tu tombes sur une case Ah non, mot sans bonus, compris, sans bonus, sans bonus. Et avec des W et compagnie. Sans bonus, il n'y a pas la bonne réponse sans dans bonus, le chat. ouais, Joe, je tu sais veux pas, dire sans bonus 50. peut-être? Joe 50? 55. Cyril? 55. On n'a pas la bonne réponse dans le chat. 55. On n'a pas la bonne réponse dans le chat, je peux pas la donner. Balancez dans le chat, il suffit de suivre la chaîne hein, pour jouer, c'est complètement gratuit. Il y a 50 € de Box Sport à gagner. Et après, on partira sur l'after dans quelques secondes. On n'a pas la bonne réponse. Je suis désolé. Hein. C'est moins que ce que vous avez dit. Donc c'est Joe qui gagne. 44. C'est moins. Joe, essaye. 53. Non, moins que 44. Moins 44, abruti. J'avais dit 100, moi. Oh là là. Bon, la bonne réponse a été donnée. C'est DogBob83 qui a la bonne réponse. C'est 39. Bravo à toi. Bon, on se donne rendez-vous lundi pour la prochaine émission de Lundi Rugby. Peut-être vendredi pour une nouvelle émission. On verra le casting, évidemment. Toujours un plaisir, les gars, de débriefer l'actualité du rugby avec vous. Donc, merci de jouer le jeu, de répondre à l'invitation. On rappelle que Cyril est talonneur professionnel au RC Vannes, que Joe est également joueur pro à Yerk Carqueiranne en national, et je sais que les sujets sont pas toujours évidents à traiter, mais je suis très heureux d'avoir ce ton un petit peu différent qu'on a, d'avoir vraiment la vue de l'intérieur. Voilà, donc évidemment beaucoup de chance à vous pour le prochain match. Cyril, c'est face à Montauban, tu m'as dit? Ouais, jeudi. Ouais. Et Joe, c'est quoi l'adversaire? C'est face à Massy, vendredi. Massy, à domicile, à l'extérieur? À l'extérieur. C'est gros, Massy, et tu nous raconteras la fois où Massy a voulu te faire signer la semaine prochaine. Belle anecdote, si tu as le droit de le